10 millions d'oiseaux surgissent et désorientent les repères habituels du Sahel. En quelques mois, cette poussée autonome bouscule la logique d'un territoire longtemps dépendant et impose un déplacement brutal des attentes, alors même que les cargaisons étrangères semblaient définir l'horizon alimentaire. Pourquoi cela devrait-il importer aux lecteurs extérieurs lorsque Ibrahim Traoré lie explicitement la subsistance locale à la liberté politique et à la capacité d'un pays à décider pour lui-même? Car derrière cette accélération inattendue se cache une trajectoire mesurable qui annonce un basculement proche. Le projet qui s'étend dans les villages du Burkina Faso n'avance pas comme une révolution spectaculaire, mais comme une mécanique méthodique où chaque œuf produit représente un fragment d'autonomie retrouvée. Cette dynamique offre un bénéfice clair formulé en 10 à 12 mots. La sécurité alimentaire détermine la liberté politique durable. C'est ici que surgit la première tension décisive, micro-hook, car si cette promesse tient, elle redéfinira la relation du pays à la dépendance importée. Dans les communautés, les habitants découvrent quand même que la souveraineté ne relève ni du discours ni des campagnes symboliques, mais d'une accumulation de gestes précis qui réduisent la vulnérabilité structurelle du territoire. Le risque reste pourtant considérable. Un échec renverrait les villages vers les anciens circuits d'aide, brisant l'élan fragile qui commence à se stabiliser dans les zones pilotes. Ce danger donne du poids à la démarche, car tester la résilience au niveau des foyers revient à poser une question simple mais décisive pour l'avenir du Sahel. Jusqu'où un pays peut-il s'appuyer sur ses propres forces sans soutien extérieur? Les premiers signes de bascule sont apparus bien plus tôt que prévu. Plus de 600 couvoirs communautaires ont été construits en 3 mois, presque tous sans financement extérieur. Ce chiffre isolé pourrait sembler anodin, mais il révélait une dynamique profonde. Car un pays historiquement dépendant devenait soudain capable de produire une part essentielle de sa propre protéine. Un tournant inattendu porté publiquement par Ibrahim Traoré. Autour de cette accélération, il fallait rappeler le point de départ. Le Burkina Faso importait jusqu'à 70% de sa viande, une dépendance aggravée par les sécheresses successives qui avaient épuisé les sols et rendu chaque cargaison étrangère à la fois indispensable et imprévisible. Dans cet écosystème fragile, la moindre rupture logistique provoquait une instabilité immédiate. Les marchés se vidaient, les familles ajustaient leurs repas, et les autorités locales naviguaient dans l'incertitude en tentant de maintenir des équilibres précaires. C'est dans ce cadre que le programme Green Protein a émergé, non comme une ambition démesurée, mais comme une méthode reproductible fondée sur l'idée que nourrir sa terre permet de stabiliser ce qui se trouve autour d'elle. Les villages du Sahel ont été les premiers à s'apercevoir sa portée. Dans les plaines du Nord, les couvoirs de Dorikaya et d'Arbinda ont servi de laboratoire vivant, où femmes, hommes et enfants partageaient les tâches quotidiennes. Compter les œufs, réparer les filets, relâcher les oiseaux. Ces gestes répétés n'avaient rien du symbole romantique souvent décrit dans les analyses extérieures. Ils constituaient un fil concret reliant la subsistance à la dignité. Les marchés improvisés, autrefois irréguliers, ont retrouvé un rythme ancien. On échangeait pintade contre mille, travail contre plume. La télévision nationale, longtemps saturée d'images de crise, montrait désormais des scènes de renaissance locale qui confirmaient que le terrain évoluait plus vite que les discours. Dans cette montée progressive, une question ouverte au début commençait à trouver un début de réponse. Lorsque les villages produisent ce qu'ils consomment, la dépendance cesse d'être une fatalité et devient une variable que chaque communauté peut réduire, œuf après œuf, saison après saison. Au milieu des premiers couvoirs installés dans le Nord, une figure locale s'est imposée presque malgré elle. Amina Senou, 28 ans, mère célibataire, devenue pionnière d'un modèle que beaucoup pensaient trop fragile pour transformer le quotidien des villages. Son parcours, relayé d'abord par les radios rurales, puis repris dans les marchés, a fourni un repère tangible
pour comprendre ce que les données ne montrent qu'en partie. Avec 10 pintades offertes par une coopérative, elle a bâti en un an un élevage dépassant les 400 oiseaux, fournissant œufs, viande et aliments séchés à plusieurs villages voisins. Ses revenus restaient modestes, mais la stabilité qu'elle y gagnait lui permettait de planifier ses dépenses, d'acheter quelques outils ou d'aider ses proches sans dépendre de cargaisons extérieures. Un second cas a renforcé la crédibilité de cette trajectoire. Autour de Waiguya, de jeunes femmes se sont regroupées pour échanger des œufs plutôt que des billets, construisant un micro-réseau où les compétences circulaient autant que la production. Le modèle se diffusait sans discours, uniquement par imitation, car chaque foyer observait que même une structure minuscule pouvait réduire un pan de vulnérabilité. Les écoles rurales ont suivi ce mouvement. Les enfants comptaient les œufs pour apprendre les chiffres, entretenaient les filets, observaient les cycles de reproduction comme on observe une promesse en train de prendre forme. Ces signaux précoces ne transformaient pas encore les équilibres nationaux, mais ils modifiaient la manière dont les familles percevaient leur marge d'action. Au cœur de ces pratiques simples, un même fil reliait chaque initiative. L'autonomie commence dans les gestes quotidiens. Créée à petite échelle, la confiance devient structurelle. Le déclenchement du programme n'a pas commencé par une annonce officielle, mais par un geste minuscule. Distribuer les premières pintades aux familles, prêtes à tenter l'expérience. Dans les villages comme Dorikaya et Arbinda, cette étape initiale a agi comme une étincelle qui a redonné un rythme aux pistes sablonneuses du nord. Les enfants relâchaient des volets sous le vent brûlant. Les femmes contestaient les œufs. Les hommes réparaient les filets et improvisaient des abris, créant en quelques jours une mécanique quotidienne que personne n'avait anticipée. Les gestes se répétaient courts, rapides, presque militaires dans leur précision. Une structure invisible prenait forme. La montée en puissance a suivi immédiatement. En 3 mois, plus de 600 couvoirs communautaires étaient opérationnels, construits sans financement extérieur. Un chiffre qui a surpris même les partisans d'Ibrahim Traoré, pourtant familiers des dynamiques villageoises du Sahel. Les analystes extérieurs parlaient d'élan symbolique. Les habitants observaient un renversement concret. Les marchés reprenaient un souffle ancien. On échangeait pintades contre mille, travail contre plume. La télévision nationale, auparavant saturée de récits de crise, montrait désormais des scènes de renaissance locale. Les couvoirs ajoutaient pièce après pièce au puzzle de la souveraineté alimentaire. Le pays, historiquement dépendant à 70% des importations de viande, voyait émerger une alternative reproductible. Le premier climax écologique est apparu là où personne ne l'attendait. Les données du ministère de l'écologie faisaient état d'une baisse de 9% de la dépendance alimentaire locale. Les pertes de bétail dues aux insectes reculaient de 15%. Les satellites montraient de fines taches vertes au milieu des dunes. Les habitants y voyaient un signe. Les ingénieurs parlaient de reforestation naturelle, due aux fientes des pintades qui enrichissaient le sol et retenaient l'humidité. Le désert respirait différemment. La lenteur se transformait en puissance silencieuse. Le second climax provenait de la dynamique sociale. Les migrations rurales se stabilisaient après 10 années d'exode constant. Les coopératives fabriquaient cages, filets et outils, créant une micro-industrie fondée sur les matériaux recyclés. Les universités techniques lançaient des programmes d'innovation frugale pour améliorer les couvoirs avec les moyens du bord. Les chansons populaires apparaissaient. On chantait « La liberté a des ailes ». Le Mali, le Niger et le Tchad envoyaient des observateurs. Le modèle burkinabé devenait un laboratoire régional de souveraineté. Les Duchan ont prolongé cette transformation. Les écoles rurales intégraient l'élevage dans leurs activités pédagogiques. Les enfants apprenaient les chiffres en comptant les œufs. Les médecins notaient moins de carences parmi les plus jeunes. Les femmes gagnaient en autonomie, car celles qui nourrissent deviennent celles que l'on écoute. Les mécanismes sociaux se réorganisaient discrètement. Les familles constataient que
constataient que l'argent restait au village. Les repas devenaient plus complets. Les jeunes retrouvaient un rôle utile dans la gestion des enclos. La dignité reprenait de la place dans le quotidien. À ce stade, les critiques étrangères parlaient encore de romantisme rural. Les faits contredisaient leur scénario. Les communautés pilotes montraient que la sécurité alimentaire pouvait progresser sans infrastructures spectaculaires. Les marchés vivaient de nouveau. Les coopératives renforçaient leur résilience. La phrase d'Ibrahim Traoré « Oh, 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 si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer » circulait comme un mot d'ordre pragmatique, enraciné dans le sable du Sahel. Les villages comprenaient que l'autonomie ne se déclare pas, elle se fabrique. Le territoire n'était pas sauvé, le désert non plus, mais quelque chose avait changé sous les yeux des habitants. Un pays qui attendait l'aide extérieure produisait désormais sa propre réponse. La situation de départ était claire. Pendant des années, l'accès aux protéines rurales stagnait et la dépendance aux cargaisons extérieures structurait entièrement l'alimentation du Burkina Faso. Puis, un delta mesurable est apparu, plus 112% d'accès aux protéines en 18 mois, selon les rapports conjoints du ministère de l'Agriculture et de la FAO. Cette progression, modeste en apparence, signalait pourtant un changement structurel. Elle traduisait davantage de repas variés, d'enfants mieux nourris et de familles moins contraintes d'échanger leur travail contre des rations importées. Le mouvement restait discret, mais il était enraciné dans les villages, non dans les circuits internationaux. Un deuxième indicateur validait cette transition. Les ménages agricoles impliqués dans le micro-élevage affichaient plus 8% de revenus moyens au cours de la même période. Chaque foyer convertissait ce gain en stabilité. Quelques outils Oskgozi achetés, du mil accumulé pour la saison sèche, ou la capacité nouvelle à planifier les dépenses essentielles. Cette hausse n'incarnait pas un enrichissement, mais une consolidation lente qui réduisait la vulnérabilité des zones semi-arides. Les coopératives y voyaient une preuve que la production locale, même modeste, pouvait recomposer un tissu économique discontinu et redonner une marge d'initiative aux familles. Le troisième signal provenait des migrations. Après 10 années d'exode régulier vers les villes, les données montraient la première baisse significative des départs. Ce renversement suggérait que les villages redevenaient des lieux où il valait la peine de rester, où la subsistance n'était plus entièrement dépendante d'un emploi urbain incertain. Les ateliers d'artisans recrutaient, les coopératives rurales s'organisaient mieux. Les jeunes trouvaient un rôle utile dans la gestion des enclos et constataient que la stabilité ne passait pas uniquement par les centres urbains. Un phénomène inattendu renforçait encore ces tendances. Les fientes des pintades enrichissaient le sol, augmentant la fertilité jusqu'à 40% dans certaines zones semi-arides. Cette amélioration favorisait la repousse des plantes locales, fixait la poussière et ramenait une humidité suffisante pour enclencher un cercle vertueux. Les ingénieurs parlaient d'un début de reforestation naturelle. Les habitants évoquaient un signe. Les dunes se teintaient par endroits de vert, donnant l'image d'un territoire qui respirait autrement. La philosophie d'Ibrahim Traoré jouait un rôle de lecture essentiel dans cette transformation. Interrogé par une journaliste sénégalaise, il résumait l'esprit du programme en une phrase devenue centrale. Nous ne cherchons pas l'efficacité au sens occidental du terme. Nous cherchons la mémoire. Chaque œuf couvé n'était pas seulement un produit agricole, mais un acte de continuité transmis d'une génération à l'autre. Cette vision, reprise par les radios rurales, avait trouvé un écho puissant dans les villages, où l'autonomie se percevait comme une pratique quotidienne et non comme un objectif lointain. Les critiques extérieures restaient présentes, mais les données publiées contredisaient leurs réserves. La baisse des insectes destructeurs de sorgho réduisait les pertes agricoles. Les marchés locaux se stabilisaient grâce aux échanges courts. Les coopératives gagnaient en résilience. Les médecins notaient moins de carences. Les écoles incorporaient
les cycles de reproduction dans leur pédagogie. Les familles constataient qu'un territoire capable de produire une partie de sa propre protéine réduisait mécaniquement sa dépendance vis-à-vis des cargaisons extérieures. La logique du programme se confirmait ainsi. Un système productif fragmenté mais autonome résiste mieux qu'un modèle centralisé, soumis aux aléas des flux internationaux. Les chiffres ne racontaient pas une utopie, mais une progression régulière portée par les villages, consolidée par les cycles de reproduction et amplifiée par les gestes quotidiens. Le Sahel ne basculait pas dans l'abondance, mais dans la possibilité, et cette possibilité suffisait à modifier les trajectoires. Les critiques les plus structurées venaient de l'étranger et posaient deux arguments que les défenseurs du programme ne pouvaient pas balayer d'un revers de main. Le premier tenait à l'idée que le modèle burkinabé reposait sur un romantisme rural dangereux. Selon plusieurs analystes européens, un système fondé sur la pintade ne pouvait pas, à long terme, nourrir durablement un pays confronté à des sécheresses cycliques et à l'absence d'infrastructures modernes. Il soulignait que l'absence de mécanismes industriels, de contrôle sanitaire sophistiqué et de chaînes logistiques robustes risquait de transformer les villages en unités fragiles, faciles à désorganiser lors de chocs climatiques ou politiques. À leurs yeux, un pays dépendant autrefois à 70% des importations de viande ne pouvait pas se reposer sur une mosaïque de petits couvoirs, aussi ingénieux soit-il. Le second argument, plus technique encore, portait sur la productivité. Sans machines, affirmaient certains chercheurs, les rendements resteraient marginaux et ne pourraient pas compenser la dépendance historique du Burkina Faso. Ils voyaient dans le micro-élevage non pas une solution, mais un appoint modeste, incapable de rivaliser avec des systèmes industriels étrangers. Les zones arides, aux ressources limitées, semblaient condamner toute tentative de modèle reproductible à grande échelle. Dans cette lecture, les communautés rurales risquaient d'endosser un fardeau trop lourd, sans garantie de résultats systémiques. Les défenseurs du projet ont répondu point par point, en s'appuyant sur les données observées dans les zones pilotes. Au premier argument, ils opposaient une évidence. Dans un pays où les circuits d'importation peuvent se briser du jour au lendemain, la lenteur devient une forme de sécurité. Un système fragmenté mais autonome résiste mieux qu'un dispositif centralisé dépendant de flux extérieurs. Chaque couvoir constitue un maillon indépendant qui continue de produire, même si un autre échoue. Au second argument, il rappelait que l'efficacité ne se mesure pas uniquement en tonnes produites. Chaque œuf non importé réduit une dette implicite. Chaque foyer autonome allège la pression sur le budget national. Chaque coopérative renforce la stabilité locale. Et les chiffres vérifiés, progression de l'accès aux protéines, revenus agricoles en hausse, migration stabilisée, confirmaient du bon que la réplication locale pouvait créer une dynamique durable. Le désert répond différemment désormais. Cet infime déplacement, d'abord presque imperceptible, a fini par révéler un point de bascule que même les partisans du programme n'avaient pas anticipé. Les lignes vertes repérées par satellite suivaient exactement le trajet des pintades relâchées au fil des mois. Ce qui semblait n'être qu'un détail technique s'est transformé en signal biologique inattendu, reliant les pratiques villageoises à une dynamique écologique plus large. Les ingénieurs confirmaient que les oiseaux transportaient des graines locales, régénérant les sols de manière organique, et que les fientes enrichissaient les microparcelles suffisamment pour retenir l'humidité dans des zones pourtant semi-arides. Les habitants ne parlaient pas de phénomènes scientifiques. Ils évoquaient un signe, une réponse silencieuse de la terre. Les dunes qui se teintaient de vert donnaient l'impression que la nature elle-même validait les gestes répétés des foyers. Dans une brève allocution, Ibrahim Traoré avait résumé ce moment en une phrase qui changeait le ton du débat. Le contrôle est un mot pour ceux qui craignent la vie. La formulation, largement reprise dans les radios rurales, déplaçait la lecture du programme. Il ne s'agissait plus seulement d'élever des pintades ou de produire des œufs,
mais de comprendre comment une méthode localisée pouvait déclencher une transformation silencieuse à l'échelle d'un territoire entier. Les effets du programme se sont matérialisés d'abord du côté des foyers, au niveau des ménages. Dans les villages qui avaient accueilli les premiers du couvoir, les familles observaient des repas plus réguliers, une diversité alimentaire légèrement accrue et une diminution notable des périodes de rupture alimentaire. L'argent circulait moins vers les centres urbains. Il restait au village, soutenant de petites dépenses essentielles, renforçant les marges de sécurité et donnant la possibilité d'épargner quelques outils ou réserves de mille. Les femmes, particulièrement impliquées dans la gestion des enclos, gagnaient en autonomie, consolidant un équilibre domestique longtemps fragile. Cette transformation n'était pas spectaculaire, mais elle était stable, régulière, prévisible. 3 qualités rares dans les zones semi-arides du Sahel. Le deuxième champ d'impact concernait la dynamique économique locale. Les marchés, autrefois sporadiques, reprenaient une respiration régulière grâce aux échanges courts. Œufs, piintades, plumes, engrais organiques circulaient sans intermédiaire. Les artisans fabriquaient cages, filets ou tissus de pesée en s'appuyant sur le recyclage, constituant une micro-industrie née sans directives officielles. Les coopératives rurales multipliaient les ventes locales et structuraient des réseaux capables d'amortir les variations climatiques ou saisonnières. Le travail redevenait local, ce qui ralentissait la fuite vers les villes et augmentait la stabilité économique des zones pilotes. Les ateliers de métallurgie de Ouagadougou travaillaient désormais pour les villages du Nord, créant une boucle économique inattendue. Le troisième domaine d'impact relevait de la dimension sociale. Les écoles rurales avaient intégré les couvoirs dans leurs activités pédagogiques. Les enfants comptaient les œufs pour apprendre les chiffres, entretenaient les filets, suivaient les cycles de reproduction comme un apprentissage vivant. Les médecins notaient moins de carences, particulièrement chez les plus jeunes. Les femmes qui géraient les troupeaux avaient davantage de voix dans les assemblées locales, redéfinissant leur position au sein des communautés. L'émigration rurale, pour la première fois en 10 ans, montrait une baisse significative. Rester au village devenait une option viable, presque logique, et non un choix contraint. Ces glissements discrets modifiaient la manière dont les populations imaginaient leur futur immédiat. Le quatrième champ d'effet se situait au niveau des alliances régionales. Le Mali, le Niger et le Tchad envoyaient des délégations pour comprendre les mécanismes reproductibles du modèle burkinabé. Un rapport conjoint de la CEDEAO qualifiait l'initiative de « laboratoire africain de résilience locale », reconnaissant sa capacité à se multiplier sans financement extérieur massif. Les manuels d'élevage étaient traduits en arabe et en haoussa. Les médias étrangers évoquaient une « Green Rebellion ». Dans cette dynamique, le Burkina Faso devenait une référence continentale, un pays qui transformait sa fragilité en méthode reproductible. La phrase d'Ibrahim Traoré « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer » prenait alors une dimension régionale, circulant au-delà des frontières et devenant un repère symbolique pour les pays sahéliens. Ces impacts, dispersés mais cohérents, confirmaient une idée simple. Un territoire change lorsque les gestes ordinaires deviennent des leviers collectifs. Les mois à venir dessineront 3 trajectoires possibles pour le programme, chacune reposant sur la continuité ou la fragilité des pratiques locales. Le scénario de base s'appuie sur les tendances observées ces derniers mois. Les coopératives rurales se consolident, les cycles d'élevage se stabilisent, et les familles maintiennent un niveau de revenus légèrement supérieur à celui des années précédentes. Les migrations ralentissent encore, non par contrainte, mais par choix, car les opportunités locales gagnent en cohérence. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso atteint un niveau intermédiaire d'autonomie alimentaire, autour de 65%, sans rupture majeure et sans retournement brutal. Le territoire avance prudemment, porté par l'endurance plutôt que par la vitesse. Une dynamique différente apparaît dans le scénario optimiste.
Le Niger, le Mali et le Tchad adoptent pleinement le modèle burkinabé, créant une plateforme interrégionale autour des semences, des couvoirs et des savoir-faire partagés. Les sols retiennent mieux l'eau, la végétation se densifie légèrement vers le nord et les rendements agricoles se diversifient. Les coopératives deviennent des centres de formation régionaux et le Sahel acquiert la capacité de négocier autrement sur les marchés internationaux. Dans cette version expansive, le Burkina Faso joue un rôle de pionnier et la transition écologique gagne en cohérence sur l'ensemble de la région. Le scénario pessimiste repose sur la fragilité connue du Sahel. Des sécheresses extrêmes, des tensions politiques ou une coordination insuffisante peuvent interrompre l'élan actuel. Les infrastructures locales, encore jeunes, peineraient à absorber des chocs répétés. Certaines zones retomberaient alors dans la dépendance à l'aide extérieure, et la faim réapparaîtrait dans les districts les plus vulnérables. Même dans ce cas, le programme laisserait une trace durable, un modèle reproductible, prêt à renaître dès que les conditions s'y prêteraient. Ces trois voies, qu'elles divergent ou convergent, soulèvent une même exigence. Penser la souveraineté non comme une destination fixe, mais comme un exercice quotidien, fait d'ajustements continus. Et si chaque village continue de reproduire ses gestes au bon moment, alors le pays peut transformer la lenteur en stratégie durable, même dans un environnement imprévisible. Les transformations visibles dans les villages du Burkina Faso ne relèvent peut-être pas seulement de bilans agricoles. Elles font écho à des questions qui concernent directement chacun, quel que soit son contexte. Pour le spectateur issu de zones urbaines, groupe A, l'expérience burkinabé agit comme un miroir inversé. Elle montre qu'un système alimentaire peut devenir plus résilient, non pas grâce à l'abondance technologique, mais grâce à la cohérence des gestes quotidiens. Elle interroge la manière dont nos propres dépendances, énergétiques, logistiques, alimentaires, façonnent nos marges d'action plus que nous le croyons. Pour les communautés rurales observant cette dynamique à distance, groupe B, le récit offre une possibilité, celle de reprendre du terrain face à la précarité chronique. Les familles qui voient leur l'argent circuler localement, les repas devenir plus complets et les femmes gagner un rôle décisionnel, découvrent un modèle qui n'exige ni infrastructures massives, ni capitaux extérieurs pour fonctionner. Elles perçoivent que l'autonomie n'est pas une abstraction, mais un rythme retrouvé qui se cultive à l'échelle d'un foyer. Pour les lecteurs sensibles aux enjeux écologiques, groupe C, la reconstitution discrète des sols, les fines filets vertes visibles sur les images satellites et les écosystèmes qui reprennent vie montrent qu'une restauration peut émerger de pratiques modestes. Elle rappelle que les cycles naturels répondent parfois mieux à la patience qu'à l'accélération imposée. La fragilité apparente des micro-élevages devient une force lorsque la résilience repose sur la diversité plutôt que sur la centralisation. Dans ces trois angles, un point commun s'impose. Les gestes ordinaires, répétés avec constance, peuvent redéfinir la manière dont un territoire se projette. Chaque spectateur retire alors une même idée. La souveraineté commence toujours quelque part, souvent bien plus près qu'on ne l'imagine. La consolidation du modèle exige une feuille de route précise, ancrée dans les pratiques déjà observées sur le terrain. La vision portée par Ibrahim Traoré trouve sa cohérence lorsqu'elle se traduit en étapes mesurables, reproductibles et suffisamment souples pour s'adapter aux variations du Sahel. La première étape concerne l'identification locale. Qui fait quoi, à quel moment et avec quels critères de mesure. Les communes sélectionnent 10 familles prêtes à accueillir un couvoir communautaire. La confiance sert de critère premier. Le choix intervient au début de chaque cycle semestriel. La cohésion sociale se mesure lors des réunions villageoises, où les écarts sont discutés collectivement. La deuxième étape porte sur la formation et la transmission des savoir-faire entre les acteurs ruraux. Les vétérinaires ruraux forment les éleveurs au cycle de reproduction, à l'hygiène et à la gestion coopérative. Les sessions se déroulent dans les 2 premières semaines du cycle.
Chaque apprentissage est noté dans un registre partagé. Le suivi repose sur le nombre d'écarts corrigés d'un cycle à l'autre. La troisième étape s'attache à la production elle-même et au suivi régulier des résultats obtenus. Chaque famille débute avec 10 oiseaux. Le ratio optimal observé est d'environ 100 œufs par an. Les inspecteurs communautaires effectuent un passage mensuel pour apprendre des variations. La performance se mesure par la régularité des couvées et la baisse des pertes. La quatrième étape décrit la redistribution, la diffusion progressive du modèle et la croissance du nombre de foyers impliqués. Une partie des œufs nouveaux est redistribuée aux familles voisines. Le système de œufs prêtés garantit une expansion sans dette. La redistribution intervient à la fin de chaque cycle. L'indicateur central est le nombre de foyers intégrés tous les 6 mois. Enfin, une cinquième étape est consacrée à l'évaluation et à l'adaptation continue de la stratégie en fonction des données recueillies. Les coopératives transmettent leurs données semestrielles, mortalité, fécondité, vente locale. Ces informations alimentent une base nationale qui ajuste la stratégie publique sans bureaucratie lourde. L'autonomie protéique constitue la mesure principale.